Pour répondre à cette question, il y a des données essentiellement issues d'études observationnelles ou de registres comme celui-ci, écossais, 26 000 patients diabétiques de type 1 comparés à une population non diabétique. Et on constate qu'il y a un doublement, voire triplement de la cardiopathie ischémique chez les patients diabétiques de type 1, que ce soit les hommes en rouge ici ou les femmes en violet par rapport aux populations non diabétiques, avec, vous voyez, une augmentation qui est plus marquée vers l'âge de 30-35 ans. Et on a de la même manière un doublement de la mortalité chez les patients diabétiques par rapport aux non-patients, aux patients non diabétiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà de 40 ans, cette surmortalité, elle est principalement due à une mortalité cardiovasculaire. Donc l'âge, c'est un des éléments importants à prendre en compte dans l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le patient diabétique de type 1. Un autre élément important à prendre en compte, c'est l'âge au diagnostic du diabète, qui reflète en fait la durée d'évolution du diabète. Et vous voyez que chez les patients diabétiques de type 1, dans ce registre, cette fois-ci suédois, plus de 27 000 patients comparés à des patients non diabétiques appareillés. On a une diminution significative de l'espérance de vie, jusqu'à 17 ans perdus lorsque les patients ont été diagnostiqués diabétiques de type 1 dans leur première décade de vie. Et on constate en fait que cette diminution de l'espérance de vie, elle est directement liée à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire qui elle-même est beaucoup plus marquée lorsque le diabète est diagnostiqué précocement, avec un surrisque multiplié par 7 lorsque le diabète de type 1 est diagnostiqué avant l'âge de 10 ans. Donc la durée du diabète, là encore, c'est un autre élément majeur d'évaluation du risque cardiovasculaire du patient diabétique de type 1. Là, c'est une étude observationnelle chez plus de 700 patients diabétiques de type 1, 40 ans en moyenne, une durée de diabète de 20 ans en moyenne, et qui ont été suivis pendant environ 11 ans. Les auteurs ont regardé la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs en fonction de la présence d'une microangiopathie et ont poussé un peu plus loin l'analyse en regardant le nombre d'atteintes microangiopathiques. Et vous voyez que le risque d'avoir une macroangiopathie à 10 ans est multiplié par 2 lorsqu'on a une atteinte microangiopathique, par 12 lorsqu'on a 2 atteintes microangiopathiques et par près de 30 lorsqu'on a 3 atteintes microangiopathiques, rétinopathie diabétique, néphropathie diabétique, neuropathie diabétique. Donc ce renseignement, la microangiopathie apporte vraiment un renseignement en termes de risque cardiovasculaire. C'est vraiment un marqueur de risque cardiovasculaire important. Il y a une autre étude intéressante, toujours dans le registre suédois, cette fois-ci chez plus de 30 000 patients diabétiques de type 1, récente, avec une analyse statistique faite par machine learning, qui a permis en fait de stratifier le risque cardiovasculaire et le risque de mortalité en fonction des principaux facteurs de risque connus, et qui a permis de les classer par ordre d'importance. Et vous voyez que dans cette étude, le facteur numéro 1 retrouvé comme étant prédicteur de mortalité et de complications cardiovasculaires, c'est l'atteinte rénale, la présence d'une albuminurie ou d'une diminution du débit de filtration glomérulaire qui multiplie par 2 à 4 le risque cardiovasculaire. Puis viennent ensuite l'HbA1c avec une augmentation du risque cardiovasculaire de 22% par point, puis la durée du diabète, la pression artérielle systolique et le LDL cholestérol. Cette étude-là, elle permet un petit peu de dresser un portrait robot du patient diabétique de type 1 qui serait particulièrement exposé au risque cardiovasculaire, notamment donc le patient qui a une microangiopathie et notamment une néphropathie diabétique, le patient qui a un diabète ancien mal contrôlé avec un seuil dans cette étude
qui a été retrouvée à 7%, une pression artérielle mal contrôlée, au-delà de 140 mm de mercure, et un LDL cholestérol à un peu plus de 0,9, enfin presque 1 gramme par litre. Et puis, on pourrait rajouter l'âge avec les données que je vous ai présentées précédemment. Donc, on pourrait se poser maintenant la question, ce patient-là qu'on a bien ciblé, est-ce qu'il va bénéficier en termes de réduction de la mortalité ou des événements cardiovasculaires d'un traitement par statine? Et en fait, on n'a pas de données interventionnelles propres à la population diabétique de type 1. Toutes les études réalisées avec les statines sont pour la plupart chez des patients non diabétiques avec des sous-groupes de diabétiques, sauf CARDS. Mais dans cette étude, c'était quasiment que des patients diabétiques de type 2. Et vous voyez que la proportion de patients diabétiques de type 1 varie de 0,1 à 3%, sauf dans ALERT où ça atteint un 13% péniblement. Donc des données de méta-analyse sont intéressantes et lorsqu'on les regarde, on voit que les statines bénéficient aux patients diabétiques de type 2 en termes de réduction des événements cardiovasculaires majeurs significativement, mais qu'on n'atteint pas le seuil de significativité chez les patients diabétiques de type 1, bien que ce soit du bon côté, qu'on ne soit pas très loin, sans doute par manque de puissance. Alors il y a cette petite et dernière étude, toujours issue de ce fameux registre suédois, merci les Suédois, 24 000 patients, dont 5 000 patients traités par hypolipémiant, quasiment tous sous statine, et ils ont regardé la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs, de mortalité cardiovasculaire, suivant que les patients diabétiques de type 1 étaient traités par hypolipémiant ou non. Et là, on note une diminution de 23% des événements cardiovasculaires et de 40% de la mortalité cardiovasculaire chez les patients qui étaient traités par statine. Et du coup, on comprend mieux les nouvelles recommandations de l'ESC que vous commencez à bien connaître depuis le début de ce topo, à force de vous les présenter. Et donc, on comprend mieux puisque tous les critères qui ont été repris par ces recommandations sont directement issus de ces études, avec sans doute un petit décalage plus en amont parce qu'on veut prévenir le risque cardiovasculaire, d'où l'âge un peu plus jeune, la durée du diabète un peu moindre également que dans les études. Et si je devais répondre donc à la question initialement posée, une statine à 30 ans pour tous les patients diabétiques de type 1, la réponse c'est non, mais presque, puisque il y a 43% des patients diabétiques de type 1 qui ont un LDL supérieur à 1 gramme par litre, et que vous voyez que la population diabétique de type 1 n'est pas considérée à bas risque cardiovasculaire, et donc quasiment tous les patients diabétiques de type 1 devraient être à moins de 1 gramme par litre. Voilà, je vous remercie. Merci, c'est très clair. On a quand même l'impression que nous, on ne les voit pas beaucoup, ces patients-là, et que vous travaillez remarquablement avec eux, et que ces diabétiques de type 1 bien équilibrés pendant des années et des années, ils ne font pas l'athérosclérose. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Et que nous, on voit que les types 2, quoi. Non, je pense que c'est pas vrai. Je pense que d'abord, il y a un effet nombre. La population diabétique de type 2, le syndrome métabolique, noie sans doute les patients diabétiques dans le lot. Et voilà, c'est une population qui est, on le voit, qui n'est pas épargnée par le risque cardiovasculaire. Mais c'est parce qu'ils ont d'autres facteurs de risque? Est-ce que le diabète de type 1, équilibré toute sa vie, il a un très haut risque cardiovasculaire? S'il n'a que ça. S'il n'a que ça, je ne pourrais pas très bien répondre à cette question parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Par contre, dans l'étude là, des marqueurs prédictifs, ce qu'on voit, c'est que l'HbA1c, si on prend que l'HbA1c comme marqueur prédictif, on a vraiment une courbe linéaire. C'est-à-dire que plus bas on est, moins il y a d'événements cardiovasculaires. C'est vraiment... D'ailleurs, je l'ai peut-être après en backup. Indépendamment des autres... Donc là, c'est cette courbe-là, c'est la courbe rouge, là, sur l'infarctus du myocarde, c'est quasiment linéaire. Mais indépendamment de la néphropathie, par exemple? C'est-à-dire Non, là, c'est juste l'HbA1c. Mais s'il est en bas, il ne va pas l'avoir, la néphropathie. C'est pour ça que j'ai posé... c'est très compliqué pour nous. Alors, c'est sûr que vous voyez forcément les types 1 avec néphropathie sévère, parce qu'eux, ils sont à très, très haut risque,
d'artérie, de maladie coronaire. Ceux-là, vous les voyez, mais comme dit Olivier, ils sont perdus au milieu des T2. Dans la Joslin, l'étude de la Joslin, c'est une clinique aux États-Unis où ils ont regardé les médaillés, ceux qui avaient 50 ans de durée de diabète. La population la plus à risque sur le plan cardiovasculaire, c'est ceux qui sont insuffisants rénaux chroniques stade 3B ou plus, avec une rétinopathie diabétique proliférante, qui est quand même un marqueur d'imprégnation glycémique chronique. Moi, ce qui me frappe dans vos facteurs associés à la mortalité et complications cardiovasculaires, c'est qu'en fait, les facteurs que vous donnez comme des facteurs prédictifs sont ajustés sur le tabagisme, mais le tabagisme n'est pas pris en compte. Oui. Ça, c'est assez étonnant, parce que c'est certainement des premiers facteurs chez le diabétique. Oui, c'est discuté dans le papier. En fait, c'est pris en compte le tabac dans le papier, mais en fait, il y a tellement peu de tabagique dans l'étude que c'est étonnant, parce que la prévalence du tabagisme dans les diabétiques, y compris de type 1, est très importante. Oui, mais dans cette étude-là, visiblement, les Suédois fument peut-être un peu moins. Elle est plus importante que dans les diabétiques dans les diabètes de type 2. C'est vrai. Ce sont des sujets qui sont en difficulté, qui psychologiquement sont fragiles, qui ont des difficultés à arrêter de fumer. Et donc, je pense que c'est vraiment un vrai facteur. Et en plus, c'est un facteur sur lequel on peut intervenir de façon théoriquement efficace si on s'en occupe. Ouais, donc là, il précisait bien que le tabac n'avait pas été retrouvé. Mais c'est dommage parce que finalement, ça met en avant d'autres choses sur lesquelles on a certes qu'il fallait pas le sous-estimer. Voilà, c'est ça. Ça a tendance à le faire sous-estimer. Il est trop évident. C'est trop évident. Et diabète et tabac, c'est une association explosive. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Olivier Bourron ? Oui, Sophie ? Gilles, quand tu dis que tu les vois pas, en fait, tu les vois pas parce que avec le temps, ils vivent de plus en plus vieux et c'est très bien. Et aussi, ils ont les mêmes maladies que la population générale, c'est-à-dire qu'ils ont aussi maintenant certains syndromes métaboliques. Et donc, vous les confondez avec les type 2 insulinotraités, mais en fait, ils se transforment, ils mutent en type 2. Bon, merci beaucoup, Olivier.